bonjour, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon samedi jusque-là. مرحبا بكم في ريحة ياسمين دزاير. Bienvenue dans l'émission Senteur de jasmin d'Algérie, ريحة ياسمين دزاير. Cette émission qui a pour but de promouvoir la culture et le patrimoine matériel et immatériel d'Algérie à partir du Canada. Aujourd'hui, on vous reçoit comme à l'habitude à partir de la galerie Yara et dans une ambiance culturelle, dans une ambiance dans la senteur et typiquement algérienne. Aujourd'hui, on va parler de l'urbanisme, on va parler du tourisme de l'Algérie, mais en particulier du tourisme vers Rabdaya. On va parler de Rabdaya, la ville, l'architecture, et puis aussi tout l'aménagement socio-culturel en lien avec nos traditions et notre héritage culturel. Pour ce fait, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter deux grands personnages, deux Algériens qui résident ici au Canada, qui sont issus de Rabdaya. Alors, à ma droite, Monsieur Brahim Ben Youssef. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai à ma gauche Monsieur, bien sûr, Kassimoussa. Younes Kassimoussa, qui a bien voulu venir partager avec nous ce bon moment culturel. Alors, on va commencer avec Monsieur Brahim Ben Youssef. Alors, Monsieur Brahim Ben Youssef, je vais juste vous présenter au grand public, qui va vous découvrir aujourd'hui, mais c'est sûr que vous êtes assez connu, que ce soit ici au Canada ou en Algérie. Vous êtes professeur et expert consultant en urbanisme et en sciences sociales. Vous êtes auteur qui détient, en fait, vous êtes un doctorant en urbanisme et aménagement de l'université de la Sorbonne. Alors vous êtes diplômé en sciences sociales et civilisation orientale. Si j'oublie un détail, vous me le dites. Alors vous êtes aussi, alors vous possédez plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'enseignement universitaire, recherche scientifique et expertise internationale. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres et maître de plusieurs projets dans les domaines de l'urbanisme et des sciences sociales. Vous occupez actuellement le poste de président de l'Observatoire Espace et Société au Canada et vous avez écrit de nombreux enjeux reliés à l'espace et société. Et vous avez différents livres, que nous avons quelques-uns ici, on va en parler. Et votre souci, en fait, c'est la culture algérienne, c'est le développement urbain des villes algériennes. On va découvrir tout ça avec vous. Monsieur Kassimoussa, vous êtes organisateur de voyages vers le Sahara algérien. Et vous êtes un amoureux du désert du Sahara. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui n'aime pas, qui n'adore pas le Sahara, notamment le Sahara algérien. On va découvrir tout ça avec vous. Vous allez nous parler de cette belle activité qui est... Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, bien sûr. C'est un plaisir. Alors, on va commencer avec Monsieur Ben Youssef Brahim. Quand on dit le mot culture, c'est vraiment tous les aspects ou tous les gestes qui sont partagés par les individus dans une même société. D'accord? Alors on peut citer à titre d'exemple la gastronomie, les métiers artisanaux, bref, toute façon de faire qui est pratiquée par tous les membres d'une société particulière. Et c'est sûr que vous, en lien avec vos recherches, vos études, vous avez votre on ne va pas dire votre identification, mais votre nadratak envers la culture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On s'adresse au grand public. Très bien. Alors, si j'ose définir la culture, je dirais d'une façon brève, c'est l'expression du génie des peuples et des nations. Ça englobe et ça couvre plein d'aspects, plein de domaines. C'est pour ça que ça couvre à la fois le monde des choses, le patrimoine matériel, et également le monde des idées. Oui. Oui. Et des concepts, c'est également un produit qui est révélé à l'issue d'un long processus d'expérimentation. D'accord.
et qu'on arrive à produire grâce à une bonne connaissance du milieu, grâce à une expérimentation et grâce à l'adhésion de tous dans le processus de production de cette créativité. D'accord. Et ça se perpétue grâce à un processus de transmission intergénérationnelle. Et donc c'est pratiquement tout ce que couvre un petit peu le patrimoine matériel dans le domaine artistique, dans le domaine de l'art de bâtir, dans le domaine de l'art de cuisine, dans le domaine de l'art du vestimentaire, de l'art esthétique, et également dans le domaine de la créativité littéraire. Et tout cela soutenu par quoi? Soutenu par l'ensemble des valeurs et croyances auxquelles adhère la nation ou le peuple. D'accord, très bien. Je pense que vous avez donné une définition indiscutable. Hein. Elle est globale parce que je sais que très souvent, les gens ne s'entendent pas beaucoup sur ces points-là. Hein. Donc chacun, il y a différentes définitions qui peuvent se donner pour le mot culture. Alors quand on parle de la culture de la wilaya ou de la région de Rabdaya, vous êtes issu de la wilaya de Rabdaya, vous avez grandi dans un milieu plein de culture et de traditions. Alors c'est sûr que vous avez une certaine perception, on va dire, un peu spéciale. Hein. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la culture de Rabdaya d'une manière générale? Alors, si je dois résumer un petit peu ce qui particularise le Mzab d'une façon spéciale et spécifique, qui lui donne d'ailleurs ce renom, c'est d'abord sa forte et authentique organisation urbaine, organisation de l'espace, et également organisation sociale. En un mot, c'est le seul, et je dirais le seul au monde, le seul musée qui n'est pas musée, mais il est à ciel ouvert et vécu et vivant. C'est un petit peu ça c'est une culture millénaire qui est vécue à l'heure actuelle. C'est ça un petit peu qui fait son charme, ce processus d'adaptation au milieu. Elle est issue de quoi? Elle est issue de cette belle harmonie de l'homme du désert avec son milieu et ce qui a révélé en lui tout un génie pour pouvoir domestiquer ce milieu qui est dur. Le désert est très dur. Alors, d'un côté, on veut le désert pour s'épargner les regards vifs et les chicanes, et en même temps, on doit y vivre. Et pour y vivre, il va falloir trouver les bonnes conditions. Alors, c'est un petit peu ce processus qui fait la spécificité de la culture du Mzab. Alors, la ville du Mzab, en un mot, c'est une architecture très simple, c'est une architecture à la taille de l'homme, c'est une architecture fonctionnelle, c'est une architecture à la fois austère et qui trouve toute sa beauté dans l'austérité. Donc c'est un urbanisme, d'ailleurs, je peux m'étendre longtemps, mais on manque de temps. On va parler de l'urbanisme. C'est un urbanisme progressiste et durable sur le plan de l'environnement, etc., qui est précurseur sur pas mal de points qui sont actuellement préconisés pour la sauvegarde de l'environnement. Très bien. Alors, la région de Mzab, Rabdaya, elle a des traditions, des coutumes. Si je vous dis, je voudrais juste savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque je vous dis que le fait qu'en Algérie, chaque région elle a ses traditions et coutumes. Hein. On s'entend qu'il y a un fond culturel commun qu'on se partage tous, qu'on soit à l'est ou à l'ouest ou au nord ou au sud, mais il y a des spécificités pour chaque région. Okay? Alors, Blad Shawiya, ما يشبهوش الغرب والشمال ما يشبهش الجنوب في العادات والتقاليد. Rabdaya, là aussi, encore plus de spécificité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi personnellement, qui est algérienne, quand je pars à Rabdaya, j'ai l'impression que je suis partie dans un autre pays. Est-ce que c'est le fait qu'ils ont trop gardé, le fait qu'ils ont réussi à conserver leur culture, donc c'est à 100% culture algérienne qu'ils ont, ou non, vous allez me dire non, c'est vraiment une culture spécifique, oui, on a travaillé fort pour l'avoir, ou bien parce que ça a été issu de par-ci, de par-là, quelque chose qui pourrait expliquer le fait que Rabdaya est vraiment spécial dans ses traditions. Bon, c'est ce que je disais tantôt, c'est l'authenticité de l'organisation à la fois sociale et spatiale. Et puis c'est une communauté
par rapport à son environnement, par rapport à ce qu'elle expérimente, c'est une société de marchands. Et c'est une société qui est très dépourvue sur le plan défensif et sécuritaire, ce qui par conséquent fait valoir un autre mécanisme. Et le mécanisme de défense, c'est celui de, non pas la fermeture, mais plutôt le protectionnisme. Donc, les traditions de Gardaïa, elles sont spécifiques, mais à la fois reliées également à la culture algérienne et musulmane d'une façon globale. Mais ce qui les distingue, c'est leur forte présence, c'est la discipline. Exactement. Tout le monde s'habille de la même façon, Chechia ou Gndora. Ça, c'est impératif. Moi-même, lorsque j'y vais, je me sens moralement obligé à l'intérieur de l'enceinte et d'autant plus, surtout à la mosquée. Donc c'est cette discipline. Vous vous reprenez en tant que citoyen de Ravdaya. Et c'est cette discipline un petit peu qui mène tout le monde sur la même zone. C'est ça exactement, qui rend la chose très visible, très frappante, cette forte présence. Je ne sais pas si vous avez vu l'image qui a fait le buzz dernièrement, Salat al-Eid fait Grara. C'est exactement ça. Tout le monde est vêtu de la même façon. Alors, l'image massive, ça donne vraiment une vague de blancheur qui mouve vers le c'est pas seulement dans les occasions, parce que même dans les autres régions d'Algérie, mais à Ravdaya, justement, cette discipline, elle est là pendant toute l'année. Que l'Eid ou la Mash'Eid, donc on peut partir à n'importe quel moment. À Ravdaya, c'est tout le monde qui est vêtu avec la tenue traditionnelle, que ce soit à tous les jours et tout. Donc il y a une certaine façon de s'habiller qui est très respectée. Mais c'est vrai que votre point est très important. La discipline, c'est ça le mot-clé. Hein. Ça ne veut pas dire que dans les autres régions on n'est pas discipliné, mais peut-être que dans les autres régions, il y a un certain modernisme qui a pris trop d'ampleur, qui fait que parfois on s'oublie. Hein. Mais à Ravdaya, ça ne veut pas dire que Ravdaya aussi, ce n'est pas une ville moderne, mais la discipline, elle est trop forte. C'est ça, il y a la rigueur et puis surtout l'effet des institutions qui gouvernent. Exactement, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui gouverne tout ça. Absolument. Voilà, les institutions millénaires, c'est par respect à ces groupes-là, à ces personnalités-là, qu'on devient discipliné. Absolument. Voilà. Et puis, c'est elle qui dicte pratiquement plein de choses à l'échelle communautaire. Exactement. Par exemple, la drogue, la façon de faire, le mariage, les fêtes, tout ça est dicté par la mosquée. En dehors de ça, chacun peut retrouver la liberté de son choix, mais en dehors de la festivité formelle. C'est ça. Et c'est ça qui fait que la présence communautaire, elle est très forte, mais en contrepartie, l'individu est fortement protégé. Parfait. Parfait. C'est vraiment ce que je voulais entendre de votre part. Hein. Je ne suis pas de Ravdaya, mais la discipline qui est issue justement par respect à certains groupes qui gouvernent la société. Et c'est formidable parce que Ravdaya, ce n'est pas un petit village. Hein. C'est quand même une très grande ville, c'est une très grande région, mais vous avez réussi jusqu'à présent à respecter, à garder, on va dire, l'instauration de ce gouvernement propre à cette région. On va aller écouter Monsieur Kassimoussa, Younes. Bien sûr, Younes, il vient confirmer ce qu'on est en train de dire avec son beau gilet qui reflète un peu une partie de la tenue traditionnelle de Ravdaya. Une partie, oui. Oui, alors qu'est-ce que tu peux nous dire en bref comme ça sur vos traditions? C'est vrai, ils sont toujours appliqués, et puis toi tu l'as déjà à 8000 km, mais tu l'as ramené dans tes bagages. Oui. C'est une habitude. Pourtant ici, il n'y a pas avec le comité gouverneur, il n'y a personne. Non. Là où je pars, je prends avec moi ma tenue traditionnelle typique. C'est par amour. Typique Ravdaya, par amour, bien sûr. Je porte Ravdaya dans mon cœur et je porte l'Algérie aussi, toute l'Algérie dans mon cœur, bien sûr. J'ai une petite question que je voudrais poser. Regardez, Younes avait, si je compare, bon là c'est sûr que M. Ben Youssef, vous avez un peu dépassé l'âge. Monsieur Kassimoussa, est-ce que entre membres de la région de Ravdaya, Youssef يشوف فيك qu'il est membre gouverneur, est-ce qu'il y a un certain respect qui fait que, par exemple, s'il est au courant que vous allez vous rencontrer dans une fête, la tenue traditionnelle
نلبس la tenue traditionnelle بالك نتلاقى بفلان. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un respect mutuel entre vous? Hein? Oui, oui. On ne pourra pas y aller à une fête ou la jam par exemple, ou là sans être en tenue traditionnelle. Mais au Canada, entre vous, les membres de Gherdaya, à l'extérieur, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que, étant donné que c'est une communauté très restreinte en nombre, c'est ça, oui. Elle est restreinte en nombre, ce qui se passe, et elle est marchande en même temps. C'est ça qui est paradoxal. Elle se déplace partout, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Par conséquent, il fallait trouver le moyen de conserver auprès des communautés, dans le contexte d'immigration, de conserver les mêmes valeurs et la même rigueur. Alors, on a créé ce qu'on appelle Dajma'a, les maisons collectives qui permettent la réunion de chaque communauté, là où se trouve dans n'importe quelle ville d'Algérie ou à l'extérieur, il y a toujours une Dajma'a. Dajma'a, c'est une maison communautaire qui permet justement de reprendre, de réinventer les mêmes rapports de solidarité, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Et puis, à ce niveau-là, les gens, non pas là, il y a moins la rigueur, parce que nous sommes en milieu plutôt externe, mais il y a par nostalgie ou par respect, les gens arrivent toujours avec un sachet dans lequel il y a leur chachia et leur gantora. Oui, alors, ils réinventent un petit peu l'ambiance du mzab, là où ils vont, ne serait-ce que pour un laps de temps. Oui. Ça, c'est un phénomène très particulier. Parfait. Alors, quand on parle de votre domaine, justement, vous êtes expert en tout ce qui est urbanisme, aménagement du territoire, sciences sociales et tout, on sait qu'en Algérie, et en lien avec notre grande histoire, longue histoire à partir de l'Antiquité, l'Algérie, la terre qui a accueilli différentes populations, on va citer entre autres les Romains, les Byzantins, les Grecs, les Ottomans, le colonialisme français qui est venu à la fin. Donc tout ça a fait que l'Algérie possède une mosaïque architecturale extraordinaire, marquée par des sites historiques, marquée par des vestiges et des collections archéologiques énormes qui garnissent nos musées nationaux. Et qu'est-ce que Gherdaya reste aussi, alors toutes les régions d'Algérie sont riches dans ce domaine-là, mais Gherdaya, elle est encore, elle s'identifie encore un peu plus dans ce domaine-là. Et quand je dis elle s'identifie, elle se caractérise, je parle de comment on appelle ça, Beni Yezgen. Oui, Beni Yezgen, la cité qui ne ressemble à aucune kasba en Algérie. Pourquoi je cite le mot kasba? Alors, Alger a la kasba. Kasba d'Alger, la kasba de Délis, on a de Ouergla, on a un peu partout dans les villes algériennes, on a des kasbas, on a des ksours dans les régions sahariennes. Mais c'est des bâtisses, on va dire, c'est des cités qui se ressemblent. Mais quand on part à Gherdaya et qu'on regarde le Beni Yezgen, c'est totalement différent. C'est circulaire, c'est comme une labyrinthe. Comment vous pouvez nous décrire? C'est quoi qui a fait que c'est très différent de l'Algérie, Beni Yezgen? Sur le plan architectural, pourquoi les architectes ont pensé à concevoir Beni Yezgen comme ça, de cette façon-là? D'accord. Alors, je vais reprendre peut-être à partir d'une description brève de la cité du Mzab. Alors, la cité du Mzab, c'est une ville qui est située, implantée sur un monticule rocheux. Oh, alors, au pied du monticule, il y a toute la vallée sablonneuse. Alors, il y a une maîtrise déjà de la gestion de l'aménagement. De cette façon, on n'a pas départagé le monde à bâtir sur la colline et le monde végétal, les palmeraies, les oasis à défricher au niveau de la vallée sablonneuse. Donc il y a déjà cette unité entre ville et nature. Alors la ville, elle commence par quoi? Elle commence en haut du sommet par l'élément fondamental qui réunit tous et en même temps il est le lieu du gouvernorat, c'est la mosquée. C'est elle qui se trouve au sommet. C'est elle qui se trouve au sommet. Okay. Le minaret, il s'appelle Asses, le gardien.
Donc il avait ce double rôle d'être à la fois la tour de guet et à la fois le lieu d'appel à la prière. Et c'est un lieu commun que tout le monde, sous la présidence d'El-Zaba, ce gouvernement, font bâtir. À partir de là, alors, on va définir, selon la configuration de la colline, des circonvolutions, des circonscripts, des circulaires qui vont épouser les rebords du plateau, et à partir de là, qui seront découpés par des radials qui viennent d'en haut en bas, et tout cela va découper des quartiers. En bas de la circulaire, les dernières maisons, elles constituent une enceinte ou un mur aveugle pour défendre la cité. Au fur et à mesure que la cité se développe, on va tout simplement tirer ces radiales encore plus bas. À la rencontre d'une autre circulaire, il y a un nouveau quartier qui naît. La formation des quartiers, elle se fait par affinité familiale. Donc chaque tribu s'établit dans un quartier. Les deux centres qui sont importants, qui gèrent toute la cité, sont à la fois la mosquée, le centre culturel, et le centre d'orientation morale de la cité. Et puis il y a le souk. Le souk, c'est le contraire. Est-ce qu'il y a le souk dans le... Il y a le souk. Alors le souk, c'est un espace. Dans Beni Yezgan, il y a un souk? Oui. Okay. C'est l'espace de négociation, c'est l'espace de rencontre masculine, c'est l'espace du vacarme, c'est l'espace libre, ce qui fait que le souk est, au fur et à mesure de la croissance de la cité, il est toujours délibérément rejeté vers la porte de la cité, de façon à distinguer entre la partie haute, qui est constituée d'habitations tout autour de la mosquée, et la partie publique, qui est en bas de la cité. La première, au niveau de la mosquée et de l'intimité, c'est tout ce qui inspire à l'intimité et à son respect. Par contre, c'est ce qui est tout à fait contraire ou qui s'oppose à ce qui est vie publique, vacarme, négociation, etc. Donc c'est ça un petit peu qui explique la façon comment. Et sur le plan défensif, toutes les portes sont consolidées par des tours. Il n'y a pas une seule porte pour entrer il y a plusieurs. Mais est-ce qu'elles sont fermées Avant, elles étaient fermées. D'accord. Avant, elles étaient fermées. Maintenant, non. Mais avant, elles étaient fermées. Elles sont surmontées par des tours de guet. Et Imhras. Imhras, c'est l'organe de sécurité qui est lui-même un organe urbain, un organe civil et non pas religieux qui sauvegarde la sécurité, qui est issu de l'Ajma'a. L'Ajma'a, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement exécutif. Alors c'est eux qui s'occupent de la police, de la sécurité, de la levée des impôts, etc. Mais tout cela est régi par les valeurs de la mosquée. C'est un petit peu ça d'une façon globale. Et le plus important, un fait particulier, c'est que délibérément, les cimetières, ou l'espace mort, ce que j'appelle, ont été délibérément établis, même au début, même tout à fait au début de la naissance de la cité, en haut, elles étaient établies, fixées sur le bas, à la limite de la cité, de façon à freiner la croissance. Au-delà de ça, il n'y a pas lieu de bâtir et de piétiner sur la palmeraie. Donc elle constitue comme un rempart pour le bâti et la palmeraie. Et la palmeraie. Ça d'une. Et le troisième point aussi fondamental dans l'urbanisme, c'est que lorsque une cité naît, on n'attend pas à ce que cette cité soit saturée pour pouvoir créer une autre ou l'étendre, parce qu'on ne peut pas l'étendre au-delà de ses limites. Alors non, c'est qu'il y avait un choix délibéré de produire des villes multiples. Donc c'est un urbanisme discontinu, qui ne s'étend pas à l'infini. D'accord. Il y a Elotet, même étant à son début, à son noyau, il fallait créer aussi Bounoura, quand il y avait besoin, à peine 30 ans de différence entre les deux, alors que Elotet était encore à son noyau d'origine. Beni Yezgan est une troisième ville qui est née également, alors que Bounoura est à son noyau d'origine.
Donc, il y a cette volonté délibérée de créer un urbanisme discontinu qui préserve l'équilibre entre la ville et la nature. Ça, c'est très important que l'urbanisme actuel, qui se veut durable et respectueux de l'environnement. On va voir ça dans notre prochaine question, justement, l'urbanisme, son avancement, puis qu'est-ce qui doit être changé. C'est ça un petit peu ce qui est intéressant. Et qu'on déplore que ce système soit transcrit. Merci beaucoup. Alors, on revient à notre ami Younes. Vous êtes organisateur des voyages vers le Sahara. Quand on dit Sahara, c'est énorme, hein, mais toi, tu le fais vers Ravdaya, Timimoun. Alors, parle-nous de ton dernier voyage que tu as effectué. Je pense que c'était en novembre. Hein. En novembre, oui. Voilà. On ne peut pas parler de tout ce que vous avez dit pour la culture, le patrimoine, l'architecture et tout ça, sans parler du tourisme. Ah oui, mais c'est lié. C'est pour ça la Comanda, il y a un expert tout ce que vous avez dit, c'est lié. C'est ça ce qui a engendré le tourisme. Oui. Et Ravdaya, justement, on parlait de Ravdaya qui est devenu une destination phare pour les touristes depuis les années 70. Depuis les années 70, oui, on avait... il y a une destination... il y avait des vols Paris-Ravdaya, des vols directs. Hein? Directs, oui, de l'Europe vers Ravdaya. J'espère que ça va revenir. Hein? Oui, j'espère. Voilà. Ils ont déjà commencé pour Jeannette. Il y a un vol actuellement Paris-Jeannette directement. Okay. Et bon, voilà, je suis organisateur de voyages et accompagnateur de touristes vers le Sahara algérien en général. Très bien. Et puis, ces voyages, donc toi, tu es établi ici au Canada, ton souhait, c'est vraiment d'emmener un grand nombre de voyageurs algériens, mais aussi canadiens, donc québécois, et leur faire découvrir notre Sahara. Donc, dans cette perspective, comment tu agis bon, c'est sûr que tu as un site, une page Facebook. Oui, un groupe Facebook. Oui. Ça fait des années, en fait, ça fait des années. À chaque fois, je ne rate pas des festivals ici, je ne rate pas des événements à participer, à promouvoir le Sahara algérien. J'ai participé en 2017 à Orientalis, et j'ai participé en 2017 aussi au Centre culturel algérien ici à Montréal. J'ai fait des expositions un petit peu partout. J'ai participé au Salon de la Culture qu'on a fait récemment. Tu fais partie de l'équipe du Salon de la Culture maintenant. Exactement, voilà. Donc, je ne rate pas, je ne cesse pas de... Je suis revenu hier d'Alger, donc, le décalage horaire est toujours là. Oui. Et je continue toujours à promouvoir. Mon rêve, c'est de tisser un pont entre l'Algérie et l'Amérique du Nord, et le Canada en particulier. Exactement. Et j'espère que j'arriverai à faire ce trait d'union entre le Canada, l'Amérique du Nord et l'Algérie, le Sahara algérien. Comme ça, les gens vont passer du moins 30 ou bien moins 40 à peu près 20. Justement, en parlant de la saison saharienne, ça commence disons, la fin octobre, de la fin octobre jusqu'à mi-mai, 15 mai, comme ça, parce que ça commence déjà la chaleur là-bas. C'est le moment où l'hiver ici au Canada, il fait vraiment un hiver très rude. Et là-bas au Sahara, c'est le beau soleil, un temps vraiment doux. Température agréable. Belle température. Plus doux que la Floride. Oui, ça, plus doux que la Floride, bien sûr. C'est ce qui a mentionné, c'est meilleur que la Floride. C'est ça ce qui fait, j'appelle, j'invite tout le monde. Puis les gens font le vol Montréal-Alger, puis Alger, il y a votre équipe qui le reçoit. Ouais. À partir d'Alger, et vous faites Alger, Ravdaya ou Timimoun? Oui, Alger, Ravdaya, Alger, Timimoun. On fait des fois les deux en même temps, ça dépend. À chaque fois, c'est un programme. Je fais le sud-ouest comme Bérésina, comme Boussemroun, comme Tarit, Beni Abbas. Vous faites des circuits à dos de chameau? Oui, on fait tout. On fait des trekking, on fait des circuits à dos de chameau, on fait des bivouacs, on fait. Oui.
Oui, on fait tout, on a tout. Et vous profitez du plus beau coucher de soleil, le plus beau coucher de soleil au monde. Même à Timimoun. Même à Timimoun, il y a aussi, alors c'est l'Oasis Rouge, et puis Rabdaya aussi, il y a beaucoup de choses. Rien que Beni Yezgen, c'est un endroit à visiter tout simplement quand on est à Rabdaya. Et puis je sais que si on veut visiter, si on veut faire un tour dans le Beni Yezgen, il faut un guide, hein, parce que c'est toujours comme ça. Alors, ça fait partie toujours de la rigueur dont je parle. Voilà, merci beaucoup Youssef, on revient vers toi parce que tu nous as ramené de belles choses qu'on voudrait montrer au grand public aujourd'hui, des tapis, des descendus, ils sont magnifiques. Et là on va montrer une goutte de la mer des métiers artisanaux d'Algérie. Hein. Alors Monsieur Ben Youssef, on revient toujours du côté urbanisme, architecture et tout. On sait que dans le nord ou bien dans le sud, à un moment donné, pendant la période coloniale, il y avait le grand architecte Fernand Pouillant qui a proposé le plan de beaucoup d'hôtels. Au nord, par exemple, l'hôtel de Sidi Faraj, Zeralda, on a aussi du côté de Annaba, Seraidi, et à Rabdaya, c'est le... Comment ça s'appelle ? Les Rostomides. Oui. Alors, à l'époque, l'architecture Pouillant, on appelle ça la méthode de Pouillant, elle avait comme base bâtir simple avec un coût pas élevé. Donc, ça arrangeait tout le monde. Pensez-vous qu'actuellement, nous les Algériens, à un moment donné, on va devoir se libérer un peu du gaz, du pétrole et tout, on va s'orienter de nouveau au tourisme, hein, pour le développer et tout. Est-ce que vous pensez que la méthode Pouillant est toujours valable, on peut toujours la pratiquer, ou bien c'est déconseillé parce que nous, en Algérie, en fait, on veut développer un tourisme non destructeur. Un tourisme qui ne va pas qui va pas nous faire, qui va pas casser notre culture. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ben, c'est justement, avec la mondialisation, on court deux risques. Ouais, c'est ça. Un premier risque, c'est le nivellement culturel. Avec les grosses médias, les gens se mettent tous en même saveur. Au niveau du vestimentaire, au niveau du culinaire, au niveau de tout. Donc on risque un petit peu cet effacement, qui est d'ailleurs favorable aux producteurs, aux gros libéraux, enfin aux ultra-libéraux. Également, on risque quoi? On risque maintenant l'exclusion socio-économique à l'échelle du monde. Grâce à cette neutralisation des effets protecteurs des frontières, alors toutes les villes, non pas seulement des nations, maintenant avec la mondialisation, ce sont également des villes qui se lancent dans un processus de compétition. Chacune va faire valoir son produit et de quelle façon elle peut polariser et attirer les investisseurs et les économies. Exactement. Alors, dans cette perspective, il faut faire attention. Il faut faire attention et ce qui nous interpelle, c'est comment lutter contre le nivellement d'une part et comment lutter contre l'exclusion socio-économique. Ce qui, par conséquent, va faire valoir, au niveau de cette compétition des villes, la seule chose avec laquelle on peut être compétitive et que nos villes vont être brillantes, c'est quoi? C'est le produit local, qui est unique, authentique, et qui va permettre, au-delà du simple tourisme de gaieté, de permettre d'acquérir des enseignements. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, tout ça pour dire que maintenant, on a tout intérêt à courir vers un tourisme qui associe la culture, de façon à ce qu'il soit... On l'appelle le tourisme culturel. Hein? Oui. Il devient donc très intéressant, il devient unique, il va donner beaucoup plus de cachet, il va intéresser davantage les gens. Les gens n'ont plus envie d'une semaine. Une semaine au sud, c'est juste pour se défouler ou pour décompresser. Oui. Mais le vrai tourisme de découverte, d'apprentissage, ce sont ces tourismes dans l'authenticité, ces immersions dans des milieux authentiques. Effectivement. C'est-à-dire, ils sont peu destructeurs de l'environnement et de la culture. Ils sont générateurs également
richesse. Pourquoi? Parce qu'ils vont dynamiser le secteur de la restauration, du patrimoine, etc. Donc c'est nous cherchons. Oui. C'est ça. Justement, on va voir, Younes, est-ce que son tourisme est culturel ou... C'est pour ça que vous me parliez de Pouillon, plutôt, moi je dirais, tout simplement, revenir aux recettes locales. Oui. Tout simplement. Et de ce fait, on va parler justement de l'architecture de terre, qui caractérise caractérise et également à le Sahara. À Beniskel, les gens ne viennent plus aux hôtels, ils viennent dans des palmeries. Exactement. Ça, c'est très bien. C'est des maisons d'hôtes. Absolument. Ouais, des maisons d'hôtes oui, il va nous parler de ça, exactement. Alors, juste un point sur l'architecture de terre. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler un peu sur cette architecture-là avec une architecte. Dans le cadre de reportages et tout qu'on a effectué, c'est une architecture saharienne qui ne ressemble pas forcément à l'architecture qu'on retrouve en Nord. Bon, c'est tout à fait normal parce que les matériaux utilisés déjà sont des palmiers, etc. Donc c'est forcément différent du Nord. Beni Yezgen, c'est une architecture de terre. Moi, je ne suis pas rentrée dans Beni Yezgen. Je ne sais pas ce que c'est. Vous l'avez appliqué, cette architecture de terre, ou bien du béton? En partie, mais pourquoi? Tout simplement parce que le problème du matériau ne se pose pas. Alors, l'idée, le principe, c'est de construire avec des matériaux locaux oui. Qui ont d'ailleurs une bonne mécanique, une bonne dynamique pour la température et tout. Alors, à Gardaïa, il y a beaucoup de roches. On construit avec de la roche, du calcaire, qui est extrait sur place. Les revêtements avec de la chaux. La chaux, c'est du calcaire brûlé. Donc, il va encore donner plus. S'il est associé à quoi? Au sable, armal. Armal qui est également une désagrégation de la roche. Alors, s'il est mélangé avec la chaux, un revêtement pareil, il va simplement consolider davantage. C'est pour ça que c'est un bâtiment, c'est un bâti dur à Gardaïa. À Timimoun, donc il ne ressemble pas à celui de Timimoun? Non, pas forcément. Pas forcément. Au niveau de la forme, au niveau peut-être sur d'autres aspects, oui. Mais à Timimoun, je sais que c'est la pure architecture de terre. Absolument, absolument. Donc, dans la vallée du Gourara, dans la vallée de la Samra aussi, la Rouate, en fait, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de, c'est des ergues. Il n'y a pas la roche. Il n'y a pas la roche. Oui. Il n'y a pas la roche. La Rouate, c'est comme Gardaïa, c'est sur la Hamada, c'est de la roche aussi. Mais les autres, c'est pour cela qu'ils ont tout intérêt à exploiter le matériau locaux. C'est la terre qui est d'ailleurs renforcée avec des procédés. Il y avait également, Knérib, à un certain moment, des essais d'architectes et d'ingénieurs pour propager l'architecture de la terre, même dans les régions du Nord. Bien entendu, en les adaptant, en rajoutant un peu de ciment, en les mettant dans des coffrages bien alignés pour donner l'allure d'une brique, etc. Et là, je salue mon ami Rabah Oumaziz du Knérib, l'un des grands précurseurs, il aimait ça. Ça a fait beaucoup d'avancées. Il y avait également Abou Saada, une silla, quelque chose à base de plâtre également. Mais malheureusement, comme je dis, l'industrie industrialisante et l'industrie de l'argent prend sa place. Elle prend sa place et puis elle marginalise. Il n'y a pas eu, donc la culture n'a pas suivi, les mentalités n'ont pas suivi, les gens n'ont pas tellement confiance. Ils associent toujours ça à une faiblesse. Mais quand on compare Gardaïa et les autres régions d'Algérie, Gardaïa, quand même, vous vous approchez encore mieux de l'authentique architecture. En fait, moi je félicite les architectes que moi personnellement j'ai connus, ceux de Gardaïa. Je sais que dans toutes les opérations de restauration qui ont été faites, ils ont essayé de se rapprocher de l'authenticité de la chose. Ce qui n'est pas malheureusement très réussi, on va dire, dans le Nord. On est en train de s'éloigner. Mais il y a aussi, peut-être aussi à l'occasion, je dois en dire un mot, l'existence de l'OPVN. L'OPVN, c'est l'Office de protection de la vallée du Mzab, et qui est issu du bureau d'études et de la restauration qui a été fondé par Ravero aussi. Ravero, on a fait beaucoup plus que Pouillon.
Ravero, c'est le champion qui a vraiment adhéré, aimé la région, qui a été adopté par la région. C'est lui qui a écrit le Mzab, une leçon d'architecture. Exactement. Oui. Alors, donc depuis, le ministère de la Culture a fondé ce bureau d'études pour défendre justement la restauration, etc., et qui a pris l'appellation de l'OPVM et qui agit beaucoup sous la tutelle du ministère de la Culture dans ce sens de la protection du patrimoine et la propagation des matériaux, la propagation des façons de faire, la propagation de toute cette culture patrimoniale. Exact. Puis moi, à l'occasion, justement, je salue, je ne sais pas si c'était le directeur de l'OPVM, M. Zohir. Oui, qui est actuellement directeur au ministère de la Culture. Il a travaillé très fort. D'ailleurs, il mérite le poste de directeur là, de la culture au niveau du ministère parce que c'est vraiment, il était comme ça. C'est pour ça que vous avez fait beaucoup de choses d'ailleurs en ce qui concerne la restauration. Monsieur Younes, tu nous as ramené beaucoup de choses. Hein? On va les montrer, d'accord? Mais est-ce que tu préfères qu'on parle d'abord des qa'adat, les durohom, où est-ce que les touristes sont hébergés, ou là, on va montrer les tapis, Ok, on va montrer quelques tapis que tu nous as ramenés aujourd'hui, d'accord? Et pour montrer un peu une petite partie de notre artisanat algérien. Ok, donc là c'est des tapis. C'est des tapis faits à la main. On va aller en face. C'est des tapis qui sont faits à la main. Oui, et c'est de la pure laine. C'est de la pure laine. D'accord. Oui, naturelle, bien sûr. Naturelle, on a différentes couleurs, mais ce qui est frappant un peu dans nos tapis, hein, à travers les régions d'Algérie, c'est les signes. Hein, les signes, c'est des symboles, exactement. Ça, c'est des symboles, tout ça, c'est des symboles typiquement Ghardaya. Typiquement de Ghardaya, et c'est sûr que chaque symbole a une signification. Une signification. Oui. Inch'Allah, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre avec quelques interprétations de ces signes-là appliqués dans les tapis. Je vais essayer de les mettre sur mon compte Facebook parce que c'est très intéressant. مثلا tout à l'heure on discutait il y avait قرداش هذاك كنا نقولوا شبه للمشط celui-là par exemple يشبه للمشط هذاك اللي نسجوا به donc il est représenté ici. Il y a ici c'est comme si un petit enfant ou là un individu, bref c'est des symboles je dirais qui sont en lien avec la société, puis nos traditions, notre culture. Et en particularité, on parlait de Benizgen. Ces deux-là, ils s'appellent de tapis Benizgen, exactement. C'est typiquement de Benizgen. Moi j'ai le même en noir à la maison, en petit et en grand. Les ça symboles, fait 20 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Ça fait 20 ans que je l'ai. Oui, il ne bouge pas. Et vraiment, il n'a pas bougé. Et puis les deux Hadoma aussi, ils sont de Ghardaya. Okay. Donc ça c'est Benizgen et ça c'est Ghardaya. Alors ce qui Benizgen, le caractère c'est les couleurs. Il y a plus de couleurs. Les couleurs et les symboles aussi. Ok, il y a des symboles typiques de Benizgen qui mettent par donc là c'est des tapis qu'on peut mettre par terre, mais ça aussi c'est des sandlis. Oui, c'est des sandlis. On peut les mettre aussi comme cadre, hein, pour accrocher au mur. Oui, comme des décors. Oui, on a ça aussi. Donc, dis-moi, Younes, moi j'ai vu des tapis pareils en Kabylie, mais aussi à Al-Mnea. Je pense que les symboles de Ghardaya s'approchent un peu de ceux de Mnea, non? Oui, c'est la même wilaya, il se pourrait, on trouve quelques symboles. D'accord. À Al-Mnea aussi. Oui. Ok. En général, c'est berbère. Oui, c'est ça. Voilà. On revient toujours à la source. Exactement. Là où il y a les berbères, on trouve quelques symboles en commun, bien sûr. Exactement. Alors, je vais parler aussi des sacs, la Doumachpel. Moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est un sac ou la porte-monnaie ou la pour des bêtes. Oui, exactement, c'est des porte-monnaies. C'est très beau. Je ne sais pas si on peut voir ça en grand, c'est très beau. Ça aussi, c'est un petit sac. Hein, pour faire des petites courses aussi. Alors, c'est la pure laine aussi. Il y a le choix de couleurs qui est magnifique. On a avec en rouge, on a avec le violet. Avec les signes, la chandelle. Ça, c'est la chandelle. Oui, ça, c'est la chandelle. Donc, c'est des porte-monnaies bien faits. Puis, c'est chaleureux. C'est vraiment. C'est la laine. Oui, on peut les laver aussi. Bien sûr. Subhanallah, par rapport. Quand on touche un porte-monnaie qui fait avec du sky, là, ça n'a rien à voir avec ça. On dirait que
نحكموا حاجه دابور تاع الجزائر فيها معنى فيها un message qui est transmis à travers les signes. On peut le laver, puis les couleurs elles sont naturelles parce que la laine elle est teinte avec des couleurs naturelles qui partent pas. Oui. C'est ça. Avec ça, alors tu as ramené tout ça dans tes bagages. Oui, je les ai ramenés hier avec moi. Ouais. Alors si on a envie d'acheter un tapis, oui, tu fais pas trop de commerce là-bas, mais tu vas faire quelques faveurs à nous. C'est présentation, voilà, et les gens c'est pour faire savoir. Oui, justement, toi tu es l'ambassadeur de Gherdaya. Voilà, exactement, mais avec le peu de moyens qu'on peut ramener, qu'on peut faire. Donc, les tapis, on peut les retrouver peut-être, bon, déjà c'est la première édition du Salon de la Culture, Makanouch Maana, mais peut-être à la deuxième édition, on les aura, on va les mettre en place mieux que ça, et puis on va les mettre en valeur comme il le faut, fait Gherdaya. C'est ça ce qu'on parlait. C'est-à-dire le tourisme il soit protégé par le patrimoine, par la culture de chaque région. C'est ça la protection. C'est ça qu'on fait. Qui ne sera pas un tourisme destructif. Non, on ne va pas y aller là. On va s'installer, on va parler un peu de tes voyages et puis comment les gens sont hébergés, à quel endroit ils sont hébergés, les touristes, est-ce qu'ils sont hébergés dans des hôtels, dans des maisons, comment ça se passe? Généralement, ce sont des maisons traditionnelles. Des maisons traditionnelles touristiques, c'est des privés à la Palmeraie, en plein Palmeraie. Voilà, les gens ils ne veulent pas les hôtels classiques, là, d'une façon générale, je parle du sud algérien, tout le Sahara algérien. Il y a beaucoup de maisons d'hôtes touristiques traditionnelles à Gherdaya. Très bien. Ils ont développé ça dans la Palmeraie de Benizguel. Donc le touriste, il vit pas un tourisme moderne, là. Il n'est pas installé dans un hôtel moderne, architecture pouillant. Il est dans une maison traditionnelle, pure et dure, et puis avec toute l'ambiance culturelle. Exactement. Même la gastronomie traditionnelle typique de la région, et tout est traditionnel. Les chambres traditionnelles, les lits traditionnels. La prochaine fois, Inch'Allah. Vous avez le meilleur couscous et vous avez la meilleure date apparemment. Oui. Hein. Oui. Et est-ce que vous faites goûter ça ou Je vous ai ramené la dernière fois qu'on a fait l'émission. Moi aussi, je n'ai pas goûté. Mais les dates, Moutrbala, voilà, donc il connaît monsieur. Parfait. Et vous faites goûter tout ça aux touristes? Oui, bien sûr. Parce que c'est là lorsqu'on fait les voyages, surtout au début de la saison, c'est le moment où les dates exactement. C'est magnifique ça. C'est vraiment magnifique avec ça. Fin août, début septembre, octobre, c'est là où il y a Alors vous savez, nous on il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de sortes. On est loin, on est à 8000 km de l'Algérie, on est au Canada, mais on n'oublie pas l'Algérie nous habite, et on essaie de faire tout pour exprimer cette culture liée à notre histoire, cette grande culture, ces très belles traditions d'Algérie, peu importe la région, l'Est, l'Ouest, le Centre. Gherdaya, aujourd'hui on est avec M. Brahim Ben Youssef et notre ami Younes, qui organise des voyages vers le Sahara. Alors, tous les amis qui nous regardent aujourd'hui, qui habitent au Canada, si vous êtes intéressés à faire le plus beau voyage dans votre vie, soyez les bienvenus. Avec Younes, c'est sûr que vous serez entre de bonnes mains. La saison débutera fin octobre jusqu'à mi-mai. Et il y a une surprise aussi, tu vas nous la dire pour Saguenay, hein? Oui. Un beau projet. Comme en été, donc il fait très très chaud au Sahara, et moi je suis spécialisé dans le tourisme saharien. Je suis en train de développer ici du côté de la Gaspésie. D'accord. Des voyages d'organisation développés. Prochainement, on va lancer des programmes spéciaux de séjour vers la Gaspésie, à partir de Montréal, toute la Gaspésie. Et à chaque voyage, j'essaie d'inclure une touche typiquement saharienne. Oh, wow. C'est ça ce que... C'est-à-dire le voyage se fait vers la Gaspésie, vers la Gaspésie, mais il y aura toujours une touche, culture saharienne. Une culture saharienne. J'essaie. Mais on peut citer quelques exemples. C'est quoi le thé, la gastronomie même, matelas, et même
même les soirées. On va essayer d'inclure l'aspect culturel. Premier voyage, ce serait quand? Vers la Gaspésie? Prochainement. Mais là, on va Exactement. À partir de quel mois tu commences à le faire, Inch'Allah? À partir du mois de juin prochain. Mois de juin, ok, donc on lance un appel? Oui. Fais-le. Oui. Soyez les bienvenus pour développer la Gaspésie. Elle n'est pas développée pour la majorité des gens de notre communauté ici à Montréal. Malheureusement, ils sont là depuis des années, mais ils n'ont pas développé la Gaspésie, ils ne connaissent pas. Et moi, chaque année, ça fait maintenant 3 ans que je travaille pour la Gaspésie. Et j'ai créé même un groupe Facebook spécial Discover Gaspésie. C'est la même chose que mon groupe du Sahara algérien, la magie du Sahara algérien, merveille du monde, que j'ai créé spécialement pour le Sahara. Et j'essaie toujours de faire une fusion entre le Sahara algérien et la Gaspésie. Très bien. C'est une excellente idée, c'est vivre le Sahara en Gaspésie. Hein. Oui, exactement. C'est vivre le Sahara algérien, avec toutes les coutumes algériennes dans la Gaspésie. C'est tout simplement, rien que d'imaginer, c'est beau. Hein. Ouais. Le paysage n'est pas le même, bien sûr. Oui, mais dans la tête. Et j'essaie d'inclure toujours, j'apporte notre culture. Voilà, et j'essaie toujours à chaque fois de ramener une touche spéciale saharienne, mais ici au Canada. Mais le génie est le même. Ça veut dire que ce sont deux peuples qui expérimentent les extrêmes climatiques et qui arrivent à exercer, à faire preuve d'un génie, de créativité pour créer des conditions de vie propices. Alors là, c'est l'extrême froid et de l'autre côté l'extrême chaud. Et s'il y a des tempêtes de sable au Sahara, il y a des tempêtes de neige ici. Et c'est toujours là-bas, c'est le mois le plus 50. Absolument. Ça donne pratiquement un génie au niveau de la créativité. C'est vrai, alors bravo. Merci. Et puis c'est sûr que tu vas réussir dans ce projet, Younes. Alors, je vais juste lire, je vais passer à vous, monsieur Ben Youssef, justement pour parler de vos œuvres. Je vais juste lire quelques commentaires. Alors, Fernandez Amel, elle dit... alors, j'embrasse mes tantes, mes cousines et cousins qui sont installés au Canada, famille Saadi et de Cuba. D'accord, famille Saadi de Cuba, on vous salue. Non, c'est la famille Saadi de Cuba qui salue la famille de ici. Alors, Saadi du Canada. Puis elle dit bravo, votre programme très enrichissant, cher ami. Merci beaucoup, Amel. Puis elle dit j'aime beaucoup vos lives, ils sont beaucoup intéressants. Vous avez des sujets intéressants. Moi, je suis venue à Vardaya avec ma famille à Beni Yezgen et Bounoura, c'est très joli. Donc, alors, Psahtek Amel, hein, c'est vraiment, tu es chanceuse parce qu'à faire ce beau voyage-là, moi, je te dis bravo. Adna Tanik, beaucoup de cœur hein, pour vous, de bienvenue. Adna aussi, notre amie Asala traditionnelle, elle dit c'est toujours un plaisir d'écouter les interventions de notre oustaz. Alors, merci Asala. Fleur Bleue, elle dit je passe le bonjour à tous. Merci beaucoup Fleur Bleue. Je salue toutes les personnes qui nous suivent à partir du Canada, mais aussi celles qui nous suivent à partir de l'Algérie, à partir de France aussi. Avant l'émission l'Ertiès Midzaïel était diffusée à partir de 20h, mais il y a beaucoup de personnes qui la suivent à partir de l'Algérie, c'est eux qui ont demandé à ce qu'on la fasse à 2h, 14h. Donc, merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de nous envoyer. Monsieur Ben Youssef, vous nous avez ramené quelques ouvrages. On avait dit tout à l'heure, vous êtes l'auteur de différents ouvrages très intéressants. C'est vraiment à lire. Moi, j'avais ça, je garde précieusement dans mes affaires. C'est Art et architecture en terre d'islam. Ok. Et puis là, on peut voir quelques images de Beni Yezgen. Là, c'est le Bounoura, c'est ça. Et puis là, la Turquie, c'est ça. Parce que c'est un livre qui parle d'une manière générale de l'architecture musulmane. C'est ça, qui est quand même unique dans son genre. Absolument. Et qui est très riche. Absolument. Voilà, et je sais que beaucoup d'étrangers, d'Européens se sont intéressés à cette architecture
architecture parce qu'elle est riche et puis il y a beaucoup d'éléments spécifiques qui n'existent pas dans les autres architectures du monde. On a aussi, pour Brahim Ben Youssef aussi, vous avez pont de culture, littérature croisée, pont de culture, littérature croisée. Et puis, quand on dit pont, c'est comme lié. Hein, qu'est-ce que vous voulez dire par les ponts de culture? Est-ce que c'est entre l'Algérie et le Canada? Entre le monde ailleurs et le Québec, d'une façon globale. Ah, d'accord. Globale, c'est un petit peu la diaspora élargie, algérienne et maghrébine et autres. Ça, c'est l'œuvre d'une exposition que j'ai faite à Montréal en 2018 pour, au lieu de manifester contre le racisme et de programmer les gens comme étant des racistes et des islamophobes. Moi, je préfère autre chose. Au lieu de manifester contre l'obscurité, c'est d'allumer une chandelle. C'est d'aller révéler le bienfait de cette immigration, de faire la démonstration de ce qui est cet immigrant et qui est également quelqu'un de constructif, quelqu'un qui vient rapporter quelque chose. C'est dans ce sens les ponts de culture. Et alors, donc, j'ai réuni un petit peu quelques œuvres des écrivains de la diaspora au Canada que j'ai exposées. J'ai publié ça dans un livre qui est évolutif, que je mets à jour régulièrement. Et j'organise maintenant, après l'exposition, c'est à toutes les années, peut-être la prochaine, c'est au mois de juin, le salon du livre de la diaspora, toujours dans le même esprit. On viendra faire un direct à partir de là-bas. Et c'est vrai que chaque immigrant qui vient s'installer au Canada rapporte sa culture. Et l'enrichissement culturel du Canada, justement, il est là. On voit un peu de tout, du chinois, du japonais, de russe, de polonais, d'algérien, de marocain, de tunisien, bref. Et c'est ce qui fait la beauté du Canada, c'est cette mosaïque culturelle dans laquelle on vit. Moi, je dis à mes amis québécois, vous n'avez pas besoin de passeport. On me dit, wow, Fatia, pourquoi? Parce que tout le monde est là, vous n'avez pas besoin de partir ailleurs. Tout le monde vient vers vous. On a aussi ce beau livre qui s'appelle Le Mzab, regard d'urbanisme et de sociologie, très intéressant. Hein, j'imagine que vous parlez de l'architecture de Mzab. Architecture et société. Et société aussi. Et puis vous allez faire le lien, j'imagine, je ne l'ai pas encore lu, mais vous allez faire le lien dedans entre l'architecture et la société. Et la société, je fais le parcours depuis la naissance des villes du Mzab, même avant, depuis l'Antiquité jusqu'à l'heure actuelle. En passant par toutes les étapes, comment cela évolue, aussi bien sur le plan social qu'urbanistique qu'architectural. J'ai bien envie de vous poser une question, Monsieur Ben Youssef. Est-ce que ce livre-là, notamment celui que je vais montrer maintenant, vous l'avez réalisé avant de venir au Canada ou après? Non, tout ça sont des livres nouveaux ici au Canada. D'accord. Je l'ai en Algérie, j'ai écrit le premier, c'était les pratiques de l'espace en 1986, et puis l'espace et société en 1992. Et parcours millénaire, parcours millénaire en 2010. D'accord. Alors pour dire que les Algériens, quand on est loin de même si on est loin de notre pays, on reste créateur. Absolument. Hein, on écrit sur l'Algérie, on écrit sur nos passions. Bref, on reste dans la création tout simplement. C'est pas la distance qui nous arrête. Non, ça au contraire, la nostalgie ravivit l'attachement. Oui, c'est la réalité. C'est pas l'amour du pays qui est et là, ça fait tellement du bien d'écrire. Là, je suis en train de me mettre à votre place. Le moment où vous prenez votre plume et vous commencez à lire, j'imagine que vous êtes très content d'écrire quelque chose sur l'Algérie. Absolument. Parce que vous êtes connecté, في المومون هذاك vous êtes connecté à notre pays. Quitter son pays, quitter les siens, quitter ses racines, c'est la plus dure épreuve. Disons le maître du courage, le maître guerrier. Je combats. أقاتل كل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا عناد. Je combats le deuxième il me tue. Je combats tout tyran aussi dur qu'il soit et la séparation me tue
sans hésitation. Exactement, oui. Vous allez nous faire pleurer, monsieur. Je vais vous raconter une petite anecdote avant que je parle de ce livre-là. Justement, j'étais dans mon jardin, moi j'adore le jardinage. Peut-être que je ne vais pas raconter à mon mari, tiens. J'étais en train de déplacer à un moment donné des fleurs qui n'étaient pas forcément dans leur place. Moi je les voyais dans une autre place. Et la plante, je sais pas, je suis en train de l'enlever, mais je fais appel à mon mari justement, mon Dieu, elle m'a épuisée. Après, elle ne veut pas être déracinée. C'est comme si j'ai senti un peu sa souffrance, parce que celle qui était à côté, j'ai respecté ça. Je l'ai laissée, puis elle est toujours là. C'est vrai que le déracinement ou le faire et chacun il faut être essaie de trouver, capable de le vivre. Absolument. Et chacun essaie de trouver une compensation dans quelque chose. هذه juste pour ne pas vous saouler avec le cher. الأخرى ثاني تعجبني هذه toujours dans le même c'est الخنساء من الجاهلية شاعر وعندها شعر حلو كانت تحب خوها هذا صخر هذا كانت تحب تموت عليه وهذا مات مع طلوع الشمس كلهم يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره في كل غروب شمسي ألا أسوسيي الشمس دونك تتفكروا الصباح وتتفكروا العشية يعطيك الصحة الله يسلمك يعطيك الصحة et puis c'est vrai que pour supporter le rouba ou le frère il faut toujours trouver quelque chose. Absolument. Puis vous avez trouvé aussi, entre autres, les choses qui vous font du bien, c'est écrire. Absolument. Ce beau livre qui s'appelle Le Mzab, Architecture ibadite en Algérie, je pense que ce n'est pas un livre que j'ai lu forcément, mais je l'ai vu quelque part, je ne sais pas si je l'ai trouvé en vente ou... mais ça parle, il a donné une très bonne idée sur l'architecture ibadite. Absolument. Hein? L'architecture traditionnelle ibadite et puis comment, à quel point elle est liée avec l'environnement. Hein. C'est ça, et les aspects sociaux, parce que nous avons quand même une société muhafida, où l'architecture elle se reflète beaucoup dans ça. C'était un des des premiers livres d'ailleurs des années 70, c'est des Belges. La femme de Claude Pavard, qui était un journaliste, qui a réalisé l'un des premiers documentaires télévisés sur le Mzab, qui est extraordinaire. Wow. Claude Pavard sur le Mzab, si vous le trouvez, c'est de toute beauté. C'est ça, puis j'ai oublié de citer, c'est Manuel Roche. Hein, c'est vraiment un livre à lire si on veut comprendre un peu la répartition des espaces et l'architecture des ibadites de Raudaya. Donc, Younes Ntaya, qu'est-ce que les touristes, tu leur dis de lire un peu les livres sur Raudaya puis avoir une idée un peu avant qu'ils plongent dans ce voyage? Dans le programme. C'est dans le programme. Hein? Oui, visite des musées. Voilà. Visite de la bibliothèque de Moufti Zakaria. Oui. Cheikh Tfayish, la bibliothèque de Cheikh Tfayish. À chaque voyage, j'inclus l'aspect historique, culturel, patrimoine. Donc les touristes visitent Raudaya. Oui. Okay. Vous choisissez bien sûr les lieux à visiter. Bien sûr, un circuit touristique. Un circuit touristique. Oui. Est-ce qu'ils font Timimoun aussi? Ça dépend des programmes. Un programme, je peux relier Raudaya avec Timimoun. Okay. Il y a des week-ends, par exemple, à partir d'Alger, spécialement uniquement pour Raudaya, un week-end à Raudaya. Et il y a des programmes, je relie encore Brizina, Timimoun et Raudaya. Je fais le tour de la traversée de l'ergue occidentale. D'accord. Ouais. Ça dépend chaque programme, mais à chaque fois, les visites du musée, les visites des bibliothèques, inclure c'est-à-dire voir le patrimoine. Voir les choses directement, acheter tout ce qui est aussi, comment ça se passe, même les ateliers de tissage, etc. Oui, expliquer aux gens comment que les tapis sont confectionnés. Exact, oui. Ça, on parle dans le programme, il n'y a pas que le paysage. D'accord. On a quelques... alors, Fleur Bleue, elle dit l'architecture de Raudaya, elle est unique au monde.
On est d'accord. Fatima Mansoura, elle dit Fatiha, tu essaies constamment d'améliorer les choses et tu aides tes coéquipiers. J'ai que des compliments à te faire. Merci Fatima, merci du beau message. Et puis Benimzad, j'adore leur tenue traditionnelle du mariage. J'ai eu l'honneur de la porter. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est belle. Et puis même au salon de la culture, c'est tout le monde qui était étonné. Mais on a eu du mal à trouver une fille pour le faire à la tenue. On a fait le tour, on cherchait, mais finalement on avait trouvé quelqu'un. La vallée du Mzab, c'est magnifique. Alors j'espère que tous nos amis qui sont en train de nous regarder aujourd'hui auront la chance de faire ce beau voyage. Alors on va انتم عندكم واحد الفرقة موسيقية. C'est-à-dire, je sais pas. Non, c'est une association culturelle Imnaïn. Imnaïn, il y a le Khiyala. D'accord. Voilà. C'est une troupe folklorique. D'accord. Qui est spéciale dans de Gherdaya. Zorna Gherdaya, typiquement Gherdaya, même le rythme. Le rythme est typiquement original de la région, c'est-à-dire typique. On ne trouve pas le rythme, on ne l'entend pas ailleurs. Voilà. Puis ils sont vêtus tous avec des traditionnels. Quel est l'instrument de musique essentiel? Zorna. C'est le Raïta, exactement. D'accord. Il y a aussi le Gambari. Aussi. Oui, le Gambari, beaucoup plus Timimoun. Beaucoup plus Timimoun. On a aussi la communauté. Oui, à Gherdaya. On partit à Gherdaya aussi. Parfait. Est-ce que tu comptes ramener. Oui, c'est ça encore. On voulait la ramener pour le salon de la culture, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il fallait beaucoup d'étapes et tout. C'est ça encore que je suis en train de rêver à faire. C'est de ramener la troupe folklorique ici et de participer au festival ici à Montréal ou bien au Québec. Inch'Allah, Ndjibouha, et puis elle va chanter ici la scène Hadia. Je rappelle que cette émission est diffusée à partir de Galerie Yara, dont le propriétaire est M. Kamel Benidjer, qui nous ouvre les portes à chaque fois. On le remercie beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour terminer cette, bien sûr, l'Ourti Foot Belkhof. Hein? Surtout c'est comme si on fait toujours un voyage dans le temps. À un moment donné, moi, à travers ces émissions, quand je parle avec des gens qui parlent du Sahara, surtout Sahara, je vous jure que j'oublie que je suis au Canada. On fait dans la tête, on a fait ce voyage-là. Il fait du très bon thé. Et c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes qui veulent faire le voyage, que ce soit au Sahara ou bien au Sahara la Gaspésie. Inscrivez-vous parce qu'il fait vraiment du bon thé. Et tu es fait pour le tourisme, oui. Vraiment, tu es fait pour le tourisme. Inch'Allah, j'espère on arrivera. Oui, tu as la patience, Ah oui, il faut. Bravo. Très bien. Oui, il représente vraiment sa région. Passion et travailler à long terme. Travailler doucement à long terme, c'est pas une chose très facile ou bien organiser, accompagner les gens. C'est pas facile. Vraiment. Mais on dit aussi tout commence par un rêve. Convaincre les gens à Absolument. C'est pas encore facile. Mais Zorna, en Gaspésie, ça va être le défi du siècle. Oui, c'est ça ce que je rêve exactement. J'ai dit, j'apporte toujours une touche traditionnelle, ici au Canada. Ce message culturel, c'est un pan de culture. C'est un pan de culture, justement. Mais, vous pouvez travailler ensemble aussi dans le cadre de ce projet-là. Hein. C'est pour la promotion de votre région, comme on souhaite aussi que tous les Algériens qui sont ici, pour la promotion de les gens de Sétif travaillent ensemble. Parce que vous pour la région. Donc, par exemple, du on fait la promotion d'Oran, c'est un peu difficile. C'est vraiment c'est lui qui sera capable de promouvoir. Puis quand on travaille ensemble, on fait un meilleur travail. Donc voilà, alors on arrive à la fin de cette émission. Monsieur Ben Youssef avec Sahar, vous nous avez honoré avec votre présence aujourd'hui. Merci pour l'invitation, vous m'avez honoré également avec cette invitation. Vous m'avez donné également l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais juste terminer par, si vous le permettez, c'est l'émission. Oui, par un message, il y a également un aspect que l'on peut aborder, c'est que dans ce tourisme, c'est un tourisme d'apprentissage, c'est un tourisme de plaisir et de gaieté à la fois associé à l'apprentissage. Il y a aussi
la partie du manuscrit. Vous savez que les plus grandes cités du Sahara furent, à l'époque médiévale, dans le circuit des routes de l'or et du commerce caravanier, furent des cités prospères. Alors non seulement économiquement comme des marchés de transit, mais également culturels, parce que dans les caravanes, il y avait les commerçants, il y avait les ulama, il y avait les techniciens, il y avait les architectes, il y avait plein de monde. Alors c'est également des pôles de diffusion culturelle extraordinaires et qui sont devenus, par conséquent, des réservoirs de manuscrits extraordinaires pour ceux qui veulent également savoir qu'il y a ça à explorer dans ces régions. Le dernier appel que je fais également, je dis toujours que notre problème au niveau en contexte d'exil ou d'immigration, pour moi c'est les deux sont les mêmes parce qu'on est déraciné. Pour une raison ou une autre, on est déraciné, pas de bon gré, c'est juste une différence de temps. Je dirais que le problème qui se pose actuellement, c'est au niveau de notre projection, au niveau de la prochaine génération, au niveau de nos enfants. Comment faire, alors le défi, comment faire pour propager notre culture et la transmettre à nos enfants et en faire également des ambassadeurs de notre culture. Ça, c'est le grand défi qui reste à faire et il va falloir soutenir, je parle à la communauté, à vous, Madame Fatiha, avec ce genre d'associations culturelles, d'aider les familles dans ce rôle. Alors, également, Monsieur Kamel, j'aimerais bien que la Galerie Yara puisse également abriter ce genre d'activité, c'est de les intéresser avec des activités. Alors, l'activité que je vous demande maintenant, prenez chacun une feuille, vous m'avez dit c'est quoi la culture algérienne. Alors, la culture algérienne, en un mot, c'est l'unité dans la diversité. D'accord. C'est la diversité avec une conscience d'unité, avec un sentiment d'unité qui est nourri par la fierté de la construction collective de ce qu'on fait ensemble, de ce qu'on a réalisé ensemble, surtout de ce qu'on a réussi ensemble. Prenez tous une feuille, vous allez faire une matrice, une variable sur les colonnes culture, sur les lignes région, espace et culture, et vous allez écrire devant la colonne correspondante le type, identifier l'architecture, le type de culinaire, le type de vestimentaire, etc. Ça va vous faire compléter cette matrice, ça sera le premier exercice. Merci. Alors faites-le, merci beaucoup, merci Monsieur Ben Youssef, Yatik Saha. En tout cas, نورتنا كيفاش يقولوا et puis j'ai eu la chance moi de vous avoir dans cette émission pour nous parler sur un plan académique sur l'architecture, l'environnement, la répartition des espaces, et moi j'ai appris beaucoup sur la fameuse cité de Beni Esken, لازم نروح ونشوفها encore, et puis je me rappellerai toujours de ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup pour le péché qui vous allez et on va apprendre encore plus de vous. Youssef, Younes, Yatik Saha. Merci beaucoup. Vous a honoré. Alors, qui dit Younes, c'est un honneur pour moi. Qui dit Younes dit évasion, dit tourisme, dit se libérer, tout simplement. Exactement. Soyez les bienvenus. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de réussite, Inch'Allah, merci beaucoup. Et tu t'adresses à toutes les personnes avec ton invitation. Inch'Allah, soyez les bienvenus. Que ce soit pour le Sahara algérien, la saison du mois d'octobre jusqu'à mois de mai, et que ce soit pour la Gaspésie, et on essaye d'apporter toujours une touche saharienne dans la Gaspésie. On va essayer de faire fusion entre le paysage de la Gaspésie et la gastronomie du saharienne, typiquement saharienne, et patrimoine du Sahara, Inch'Allah. Très bien. Ok, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'étais chanceuse de toutes les façons d'avoir Younes et Monsieur Ben Youssef. Alors sur ce, on arrive à la fin de l'émission des Hakesmin Zaïr.